L'heure du journal de ce mardi 24 septembre 2013, Amélie Perrier. Bonjour Amélie. Bonjour Marc, bonjour à tous. 34 ans après la crise des otages en Iran, est-on sur le point d'assister à une réconciliation entre les États-Unis et Téhéran. Les signes d'ouverture se multiplient. Les deux chefs de l'État sont à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU à partir d'aujourd'hui. L'Iran qui se retrouve au centre du jeu diplomatique aujourd'hui. Une réconciliation d'ailleurs pourrait débloquer sur le dossier syrien. Nous irons aussi au Kenya où les autorités affirment ce matin que des Britanniques et des Américains font partie des terroristes Shebab qui ont pris d'assaut le centre commercial de Nairobi depuis samedi. 200 000 ouvriers du textile dans la rue au Bangladesh. Ils réclament une hausse de salaire minimum, l'un des plus bas de la planète. Et en France, un arrêt très attendu de la Cour d'appel de Bordeaux. Aujourd'hui, on va savoir si l'expertise médicale de Liliane Bettencourt tient toujours et si les charges d'abus de faiblesse, notamment contre Nicolas Sarkozy, sont encore valides. Les deux nations sont ennemies depuis presque 35 ans, depuis la crise des otages de 79 à Téhéran et la révolution islamique. Mais les présidents américains et iraniens pourraient bien sceller dans les heures ou les jours qui viennent une forme de réconciliation. Barack Obama et Hassan Rouhani seront scrutés lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Leur discours à la tribune aujourd'hui, écoutés avec attention. D'autant que hier, Téhéran a fait un nouveau geste d'ouverture. L'Iran est prêt à discuter de son programme nucléaire, principal sujet de contentieux. À New York, Frédéric Carbone. Y aura-t-il une poignée de main, un entretien direct, une photo entre Barack Obama et Hassan Rouhani? La Maison-Blanche n'écarte aucune hypothèse. Le porte-parole du président américain se contente de dire que si rencontre il y a, elle ne sera pas fortuite. Et le simple fait que cette question se pose illustre le changement de statut du régime iranien. Et cela se verra de façon éclatante quand Hassan Rouhani, ce soir, prendra la parole à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Il faut s'attendre à un auditoire attentif, impatient de savoir quel message sera délivré, l'inverse de ces dernières années, quand son prédécesseur Mahmoud Ahmadinejad aligner les provocations antisémites. Le président iranien a d'ailleurs clairement marqué sa différence avant de quitter Téhéran. Il vient à New York pour montrer le vrai visage de l'Iran, pays cultivé et épris de paix. Il lui faudra plus que des déclarations d'intention pour convaincre les dirigeants américains, mais le dialogue sur le nucléaire aura bien lieu. Jeudi, toujours à New York, John Kerry participera à une réunion avec d'autres ministres des Affaires étrangères, dont son homologue iranien. Cela n'était jamais arrivé depuis 34 ans, depuis la révolution islamique à Téhéran. Frédéric Carbone au siège des Nations Unies à New York. Alors pourquoi cette réconciliation revêt-elle une telle importance? Pourquoi l'Iran, mis au banc des relations internationales depuis plus de 3 décennies, est l'objet de nombreuses attentions diplomatiques? Eh bien, Nadine Epstein a recueilli l'éclairage de la sénatrice de l'Orne, Nathalie Goulet. Elle est membre de la Commission des Affaires étrangères. Elle rentre de Téhéran où l'atmosphère n'est plus la même, nous dit-elle. L'atmosphère générale dans ce pays a déjà beaucoup changé. Moi, j'y vais régulièrement. J'y avais pas été depuis 2 ans puisque le président Ahmadinejad était quand même quelqu'un de pas fréquentable. L'atmosphère a énormément changé. Je pense qu'il y a beaucoup plus de souplesse et une vraie volonté d'ouverture et de rompre l'isolement. Et il y a vraiment une politique de main tendue qui nécessite qu'on y fasse attention. Est-ce que pour rompre cet isolement, l'intervention du président iranien dans le conflit syrien peut être saisie au bond? Oui, absolument. Absolument, parce que si vous voulez, ils sont partis au problème, donc ils vont être partis à la solution. Et je pense que c'est très très important qu'on puisse réintégrer l'Iran dans le concert des nations. Alors moi, évidemment, mon niveau, c'est de la diplomatie parlementaire, mais je pense que l'Iran a beaucoup de travail pour redorer son image, retrouver la confiance des autres pays de la communauté internationale, et ce sera une politique de petits pas, mais je crois qu'il faut prendre vraiment au sérieux à la fois l'envie de discuter avec le président Obama, à la fois l'envie des parlementaires que j'ai rencontrés de refaire de la coopération diplomatique, de la coopération décentralisée, de s'ouvrir. Donc le fait que le président François Hollande rencontre son homologue iranien, vous applaudissez? J'aime mieux ça que de bombarder la Syrie, je vous le dis tout de suite. Parce que, encore une fois, il ne faut pas être naïf, ce sera une politique de petits pas, l'image est extrêmement dégradée depuis beaucoup d'années, mais reprendre le dialogue, c'est reprendre l'espoir avec un grand pays, un grand peuple, avec un des premiers producteurs de gaz et de pétrole du monde, avec le plus grand consommateur de Peugeot et de Renault au monde. Vous avez 70 millions de gens cultivés, éduqués, qui ne demandent qu'à vivre en paix. Et donc tout ça est extrêmement important, et puis c'est important pour la paix et la stabilité dans toute la région. Donc je crois qu'il faut regarder ça avec beaucoup de sérieux. La sénatrice Nathalie Goulet répondait à Nadine Epstein. À propos du dossier syrien, le chef du Hezbollah libanais allié de Bachar al-Assad a appelé les pays arabes soutenant l'opposition à s'engager pour une solution politique. Hassan Nasrallah s'adressait à l'Arabie saoudite, aux pays du Golfe, à la Turquie et aux États arabes et islamiques. Vous faites le pari d'une option militaire qui va échouer. La solution est politique, a déclaré la voix du Hezbollah.
On pensait le centre commercial de Nairobi sous contrôle au Kenya, mais ce matin, une nouvelle fusillade a explosé. Selon les autorités, les forces spéciales kenyanes combattraient encore 1 ou 2 islamistes retranchés dans le Westgate. Alors, qui sont ces Shebabs, ces combattants qui se revendiquent d'Al-Qaïda et qui ont pris d'assaut samedi le bâtiment très prisé par les classes moyennes et les expatriés? La ministre des Affaires étrangères du Kenya affirme que parmi les assaillants, il y aurait une Britannique et 2 ou 3 jeunes Américains. On retrouve sur place à Nairobi Alice Serrano. Le commando était bien international, d'après la ministre des Affaires étrangères kenyane, qui parle de 2 à 3 Américains et d'une Britannique, une femme Shebab qui n'en serait pas à son premier coup de force. Pourtant, hier, le ministre de l'Intérieur nous a indiqué qu'il n'y avait que des hommes au sein de ce commando. Les Américains, eux, seraient jeunes, 18-19 ans. Ils viendraient du Minnesota et seraient d'origine somalienne et arabe. Alors, il faut rester très prudent sur l'avancée de cet assaut. Depuis 2 jours, on nous annonce qu'il est imminent, mais il y a tout de même quelques signes qui ne trompent pas. Là où je me trouve au poste de secours, on sent que la tension retombe. Une équipe de nettoyage, c'est un petit exemple, mais une équipe de nettoyage a investi les lieux. L'effervescence de ces derniers jours laisse place au calme. Les hélicoptères se sont tus. Les ambulances ont quitté les lieux. Le poste médical avancé a été fermé. C'est peut-être le signe que l'on n'attend plus d'otages ici, mais impossible d'avoir la certitude que tous les otages ont bien été évacués. Alors selon nos informations, à l'intérieur du bâtiment, il ne resterait plus que 1 à 2 Shebabs tranchés. Hier, il y en avait une dizaine, selon le ministre de l'Intérieur. Ça veut dire qu'un grand nombre d'entre eux auraient été tués ou capturés dans la nuit, notamment ceux qui détenaient le poste de contrôle du magasin, c'est-à-dire là où se trouvent toutes les caméras. Mais l'assaut donc se poursuivrait. Un homme en charge de la sécurité du quartier nous a indiqué qu'il retournait dans le bâtiment pour combattre et aider la police, comme il l'a déjà fait depuis le début de l'attaque. Alice Serrano, envoyée spéciale à Nairobi au Kenya avec Laurent Macchetti à la technique. Les frères musulmans condamnés à la clandestinité, la justice en Égypte a interdit hier les activités du mouvement islamiste et confisqué ses biens. Après l'éviction par l'armée du président Mohamed Morsi issu des frères, les autorités poursuivent leurs efforts pour éradiquer le courant islamiste. L'interdiction s'applique à la confrérie, à une ONG créée sous la présidence Morsi et accusée de servir de façade, mais aussi au Parti de la liberté et de la justice, le bras politique des frères musulmans. Le témoignage rappelle l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. L'une des Pussy Riot enfermées dans un camp de travail en Mordovie, en Russie, vient de commencer une grève de la faim pour dénoncer ses conditions de détention. Nadezhda Tolokonikova purge une peine de 2 ans après la prière punk contre le président Poutine qu'elle avait chantée dans la cathédrale de Moscou. Le récit de notre correspondant Marc Répin. Nadezhda Tolokonikova explique qu'elle n'a plus d'autre recours que la grève de la faim. La colonie pénitentiaire pour femmes, numéro 14, en Mordovie, est à la hauteur de sa réputation un des camps les plus difficiles de Russie. Humiliation en tout genre, interdiction de se laver pendant plusieurs jours, interdiction fréquente d'aller aux toilettes, interdiction de manger et de boire en dehors des repas. La description que fait la Pussy Riot de sa vie quotidienne est inquiétante. Comme les autres détenus, elle doit coudre des uniformes toute la journée. On les fait ainsi travailler 16 à 17 heures par jour. Sinon, les punitions collectives tombent. Le travail commence à 7h30 et s'arrête après minuit, avec un jour de repos toutes les 6 semaines. Salaire 29 roubles par mois, 60 centimes d'euros. Et lorsque Nadezhda Tolokonikova se plaint à la direction de la prison, alors elle ne reçoit que des menaces. Les droits de l'homme bafoués au travail, c'est un autre scandale, cette fois au Bangladesh. Les ouvriers du textile ont décidé de se soulever contre la vétusté de leurs usines et contre leurs salaires misérables. 200 000 Bangladais sont descendus dans la rue hier autour de Dhaka, la capitale, pour le 3e jour consécutif. Ils ont bloqué des rues et mis le feu à des usines. Ils demandent avant tout une hausse du salaire minimum, actuellement $38, soit 28 €, l'un des plus bas de la planète, Marie Viennot. C'est l'avantage compétitif principal du Bangladesh, sa main-d'œuvre sous-payée. 28 € par mois de salaire minimum, aucun pays ne fait mieux. En Chine, il faut multiplier ce chiffre par 5 et même par 2 au Cambodge. Cette compétitivité hors norme a fait du Bangladesh le 2e pays exportateur de textiles au monde. Toutes les grandes marques occidentales font fabriquer là-bas, mais être compétitif ne permet pas de vivre décemment. C'est ce que font valoir les syndicats bangladais qui demandent au gouvernement de tripler le salaire minimum et de le porter à 80 € par mois.
Obstacle de taille, la puissante fédération des employeurs du textile qui emploie la moitié des travailleurs du pays refuse et propose d'aller seulement jusqu'à 36 €. Intolérable, disent les travailleurs, car cela ne compense même pas l'augmentation des prix depuis la dernière revalorisation il y a 3 ans. Or, dans ce pays, l'inflation est de 10% par an. En manifestant depuis quelques jours, les travailleurs espèrent donc faire pression sur le gouvernement bangladais pour qu'il tranche au plus vite. Chaque jour, la tension monte. Hier, 2 usines ont été brûlées dans le quartier où s'était effondré il y a 5 mois le Rana Plaza. Pour le gouvernement, le choix est difficile. S'il augmente trop les salaires, il peut perdre des acheteurs pour son textile, mais s'il laisse la situation s'envenimer, il peut leur donner d'autres raisons de fuir le pays. En France, syndicats et salariés s'affrontent devant la justice et la Cour d'appel de Paris a donné raison hier à l'intersyndicale de Sephora. Elle a condamné l'enseigne de parfumerie à fermer ses portes à 21h. Le magasin situé sur les Champs-Élysées accueillait jusqu'à présent des clients jusqu'à minuit, voire 1h du matin le week-end. Or, le travail de nuit est néfaste pour la santé et est autorisé en France sous certaines conditions précises. Une 50aine de salariés sont venus protester contre cette décision. Ils expliquent que les heures de nuit leur permettent de gonfler leur salaire. Justice toujours avec une étape cruciale dans le dossier Bettencourt. La Cour d'appel de Bordeaux doit rendre aujourd'hui un arrêt qui validera ou non l'expertise médicale de Liliane Bettencourt. Cela concerne surtout les mises en examen pour abus de faiblesse dont fait partie Nicolas Sarkozy. Ces derniers remettent en cause l'objectivité de l'une des experts, une proche du juge d'instruction Jean-Michel Gentil. Le magistrat est devenu la cible des mises en examen. L'essayiste Denis Salas parle même d'une offensive guerrière contre lui. On a vraiment affaire à une guerre, à la fois une guerre de position. On va utiliser toutes les arcanes de la procédure pour différer le moment ultime du jugement, et puis une guerre de harcèlement où se multiplient les attaques ad hominem contre l'homme derrière la fonction. L'enjeu, si vous voulez, c'est un enjeu de récit. Quel récit va l'emporter ? Du récit proprement judiciaire ou du récit souhaité par M. Sarkozy. Il veut occuper la place de la victime d'une persécution par un juge et non celle de mise en examen. Il veut retourner l'accusation contre son accusateur, c'est-à-dire, selon lui, contre le juge d'instruction, pour sortir blanchi de cette affaire. On a rarement atteint ce degré de violence qui se traduit par la mise en cause personnelle du juge. Donc c'est une guerre dont je ne m'étonne d'ailleurs que, à part les syndicats de magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe de régulation du corps, soit si silencieux. On aimerait l'entendre défendre le corps judiciaire au moment où il est attaqué comme il l'a rarement été dans le passé. Le magistrat Denis Salas, auteur de La justice dévoyée aux éditions des Arènes, il était interrogé par Florence Sturm. Les Verts retombent dans leur vieux travers. Après les « retenez-moi ou je fais un malheur », place au coup de balai à la tête d'Europe Écologie Les Verts. Pascal Durand, le patron du parti, aurait dit ce week-end en interne qu'il n'avait pas l'intention de se présenter au poste de secrétaire national en novembre. En réalité, cela ressemble davantage à un limogeage. Stéphane Robert. Il était fragilisé, Pascal Durand, depuis cet ultimatum qu'il avait lancé le 14 septembre, quelques jours avant la conférence environnementale. Pourtant, Pascal Durand exprimait là ce qui taraude bon nombre de militants chez Europe Écologie Les Verts. Ils ont l'impression de devoir se contenter de miettes sur l'environnement. D'ailleurs, il a été très applaudi après sa sortie. Mais il n'avait prévenu personne et il a mis en difficulté les deux ministres, Cécile Duflot, Pascal Canfin, qui n'ont aucune envie de quitter le gouvernement. C'est en tout cas l'avis d'un autre cadre du parti, Noël Mamère. Cela démontre bien que le parti est aujourd'hui tenu par un clan, il faut dire les choses comme elles sont. Tout le monde sait que aujourd'hui la vraie patronne des Verts, qui n'a jamais vraiment quitté la direction des Verts, c'est Cécile Duflot et quelques-uns de ses amis. Et parmi les amis de Cécile Duflot, il y a surtout Jean-Vincent Placé, le sénateur, qui n'a pas réussi à être ministre, mais qui est le véritable patron des Verts aujourd'hui. C'est lui qui avait négocié les accords de gouvernement avec le PS, et malgré ses coups de gueule à répétition, il est pour lui hors de question de les remettre en cause. Pascal Durand aurait donc commis un crime de lèse-majesté. Il pourra se consoler avec, peut-être, la tête de liste en Ile-de-France aux élections européennes. Rien n'est encore décidé. En attendant, celle qui devrait le remplacer au mois de novembre à la tête du parti, Emmanuel Cos, est une proche de Cécile Duflot et Jean-Vincent Placé.
Et il se passe de drôles de choses dans les aéroports en ce moment. On vous a parlé ce week-end de cette cargaison de près d'1,5 tonne de cocaïne saisie à Paris en provenance du Venezuela. Eh bien, on a appris hier qu'une 50aine de kilos d'or en lingots avaient été volés dans les soutes d'un avion au départ de Paris et à destination de Zurich en Suisse. L'or appartenait à la Brinks. Ces lingots représentent un butin d'environ 1 600 000 €. Les voleurs pourraient avoir profité de complicité aéroportuaire. On termine par le temps de ce mardi. Ce sera encore estival, du soleil et de la chaleur. Les températures cet après-midi, 21 à Cherbourg, 23 à Strasbourg et Marseille, 24 degrés à Lorient et Osgore, 25 à Orléans et 29 degrés à Toulouse.